Donc j'efface tout parce que ça n'a pas de rapport direct. Simplement, le seul rapport direct, c'est qu'on verra aussi h seconde sortir naturellement. Et donc je vais vous parler d'équations d'Hamilton-Jacobi classiques, traditionnelles, de formules de l'axe laïnique et de ce qu'on appelle les effets régularisants. Alors ça, on a eu besoin, et on a eu besoin de réfléchir à ça avec Mariko Arizawa, en voulant comprendre des questions liées aux équations d'Hamilton-Jacobi. Du coup, on a réalisé qu'il fallait un peu mieux comprendre les effets régularisants, et du coup, on a fait aussi un petit quelque chose sur ces effets régularisants, et c'est ce petit quelque chose dont je vais vous parler. Donc, changement de décor, je travaille maintenant avec un phi qui résout une équation comme ceci. Je fais les choses les plus simples que l'on puisse imaginer. Égal à 0 dans RD à 0 l'infini. Phi en t égale à 0 valant un certain phi 0. Alors, pensez que phi 0 est une fonction régulière, que h est régulier convexe. Alors, régulière, on verra après ce dont on a besoin, c'est pas vraiment si régulier que ça. Ça peut très bien, par exemple, être une fonction qui soit bornée uniformément continue. Si on veut parler d'effets régularisants, on n'aura besoin que de cela. Un h qui est régulier et qui est supposé convexe. Là, j'écris en plus gros parce que ça, c'est une hypothèse absolument cruciale. Alors, la bonne solution du problème, il n'y a pas de solution régulière à cause des phénomènes de choc. La bonne solution, solution de viscosité, est obtenue aussi par principe de contrôle optimal ou de calcul des variations et qui, dans le cas très particulier qui est là, se réduit à une formule explicite qui est la formule dite de l'axe laïnique, qui dit que phi est donné par l'infimum sur tous les y dans RD de phi 0 de y plus t h étoile de x moins y sur t. Où h étoile est la fonction convexe conjuguée Bon. Donc, on a ce simple principe variationnel qui est vrai en toute généralité. Donc, si vous voulez maintenant manipuler des h étoiles agréables et tout, vous pouvez supposer que h est coercif, que par exemple h de p sur p tend vers l'infini quand p tend vers l'infini. Donc, comme ça, on a un h étoile qui est défini partout, qui est régulier, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est vraiment pas important. La formule est vraie. Alors, avant que l'on parle des solutions de viscosité, un certain nombre d'auteurs, ça avait commencé en fait par Oleinik et ensuite Khrouchkov, avaient observé qu'on pouvait résoudre dans le cas convexe ces équations-là et surtout obtenir l'unicité en travaillant avec des solutions de semi-concaves. Semi-concavité. Alors en fait, c'était déjà dans Oleinik pour les lois de conservation, à l'étape en dessous, puisqu'il s'agissait de fonctions qui étaient semi-décroissantes. Et la dérivée d'une fonction semi-concave est une fonction semi-décroissante, c'est-à-dire au sens où ux est majoré. Et semi-concave, c'est phi xx majoré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, semi-concave, que la dérivée seconde de phi
est majoré par une constante fois la matrice identité. Ou en d'autres termes, ça revient au même que de dire que phi moins 1,5 de C0 x2 est concave. D'où semi-concave. Bien. Alors, en fait, on peut montrer de l'unicité des solutions lipschitziennes semi-concaves. En fait, dès qu'elles sont bornées semi-concaves, elles sont lipschitziennes, mais peu importe. C'est parce que les fonctions convexes localement bornées sont localement lipschitziennes. C'est exactement pour cette raison-là. Donc, on peut obtenir l'unicité, et la question est de savoir comment on obtient cette estimation a priori. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Alors, on peut le faire, on peut démontrer cette estimation a priori sous deux classes d'hypothèses. Il y a une première hypothèse qui consiste à dire si phi 0 est semi-concave, alors ça se propage. Phi reste semi-concave, quel que soit t positif. C'est le principe maximum, c'est vrai quel que soit h. On peut le voir aussi grâce à la formule, on dérive deux fois l'équation et on obtient une inégalité. Je vais le faire, et on peut le voir par la formule, je vais le faire aussi. Mais auparavant, je voudrais vous indiquer aussi que si phi 0 est quelconque, cela entraîne que phi est semi-concave, là je mets quel que soit t positif et avec la même constante, et que phi est semi-concave quel que soit t strictement positif, parce que je ne suppose pas t égale à 0, c'est donc un effet régularisant. En revanche, là, il faut supposer que h seconde est minoré. Donc, allez, je vais faire simple, h seconde supérieur à nu fois l'identité, pour faire simple. On peut faire mieux, on peut généraliser, ce n'est pas le problème. Bon, alors, pour ces deux assertions, on peut faire une démonstration à équation dérivée partielle, ou on peut lire ça sur la formule. En fait, c'est beaucoup plus simple de lire ça sur la formule, mais c'est aussi beaucoup plus restrictif, parce que dès que je commence à mettre des fonctions de x et tout, ça s'effondre. Je n'ai pas de formule aussi simple. En revanche, les démonstrations EDP, elles vont tenir le coup lorsque je complique un peu l'équation. Donc, les deux démonstrations ont leur utilité, une la simplicité, l'autre la généralité. Bon. Après, il y a aussi des questions de justification, etc. Alors, je vais commencer. Je vais commencer par les formules. Je vais commencer par la simplicité, c'est censé être celle. On commence rarement par la complexité, même si je trouve que. Bon, bref. Il vaut parfois mieux. C'est quand on doit passer par quelque chose de pénible, il vaut mieux pas traîner, plutôt que d'attendre le moment où on va finir par vous arracher là-dedans. Non, mais là, rassurez-vous, le gros calcul de la journée est fait. Alors donc, commençons par les formules. Bien, formules, ça c'est ce qu'on appelle en analyse convexe une inf-convolution. Et de la même façon que dans une convolution, vous avez une intégration et du y et du x moins y, et que quand vous prenez le produit de convolution de deux fonctions, vous pouvez mettre le x moins y et le y sur l'une quelconque des fonctions. Ici, de la même manière, y, vous pouvez l'appeler x moins z, auquel cas x moins y devient z, ce qui correspond effectivement à échanger les deux variables qui sont ici. Donc, si je fais cette observation, pour la première assertion, je vais me contenter d'écrire phi 0 de x moins y, je me sers du premier terme, plus t, h étoile de y sur t. Et le deuxième, je l'oublie. Et j'observe que si phi 0 est semi-concave, vous avez ici un paquet de fonctions qui sont des fonctions phi de x, de t et de y. T est un paramètre, c'est le temps, y est un paramètre par rapport auquel je minimise. Et ces fonctions vérifient toutes que phi moins 1,5 de C0 x2 est concave.
Pourquoi? Parce que la dérivée seconde de cette fonction en x, c'est simplement la dérivée seconde de phi 0 au point x moins y. Et dire que c'est semi-concave, c'est supposer que la dérivée seconde est partout majorée par C0 fois l'identité. D'accord? Et si je prends un nymphe de fonction concave, toutes ces fonctions sont concaves. Si vous prenez un nymphe de fonction concave, c'est une fonction concave. Et là, vous voyez bien que comme ça ne dépend pas de y, ceci, ça fait bien mon phi de x et de t, moins 1 demi de c0 x2, c'est donc gagné. C'est donc gagné, et ce bazar-là est effectivement concave. C'est-à-dire que phi est semi-concave. Et donc, nous apprenons deux choses. Un, c'est que c'est une démonstration évidente, et que, en fait, la constante de semi-concavité se propage. C'est le même C0 au départ pour phi 0 qu'à l'arrivée pour phi, en un temps quelconque. Bien. En fait, il ne peut que s'améliorer, C0. Et le fait qu'il s'améliore, c'est lié maintenant au deuxième résultat, dans lequel, néanmoins, je suppose que h seconde est strictement. Donc, je ne fais plus aucune hypothèse sur mon phi 0. Et donc, là, en revanche, je vais tout faire sur le h étoile. Donc, ça, maintenant, j'appelle psi de x, y et t. Et l'inf par rapport à y de ces nouvelles fonctions. Hein. L'inf par rapport à y de ces nouvelles fonctions, c'est toujours l'objet qui m'intéresse. Alors, l'hypothèse que h seconde soit strictement, soit définie positive, comme ceci, et mesurée par un nu fois l'identité, bien ça entraîne que h étoile seconde, la dérivée seconde de la fonction convexe conjuguée, les gradients des fonctions convexes conjuguées sont des fonctions inverses l'une de l'autre, et donc les dérivées secondes sont les matrices inverses. Le h étoile seconde, c'est h seconde moins 1. Et donc, si h seconde est supérieur à nu fois l'identité, h seconde moins 1, c'est une matrice qui est positive, mais elle est majorée par 1 sur nu, fois l'identité. Et donc, lorsque je regarde la dérivée seconde en x de psi, que suis-je en train de faire? Je suis en train de dériver effectivement h étoile 2 fois. Et donc, une première fois, vous voyez qu'il y a un sur t qui sort, qui annule le t qui est présent devant h étoile. La deuxième fois, il y a un 1 sur t qui apparaît. Et donc, le d2x psi, c'est 1 sur t du d2 h étoile en un point que je ne vais même pas écrire. Enfin, si je vais l'écrire, c'est x moins y sur t, c'est pas. Et donc, tout ceci se majore par 1 sur nu fois t, l'identité. C'est évidemment là qu'on a besoin que t soit strictement positif, sinon en t égale à 0, on a phi 0 qui n'est pas semi-concave. Et donc on est à nouveau dans une situation où on a des fonctions qui sont toutes semi-concaves. Hein. Quand je dis toutes, c'est par rapport au paramètre y, elles sont toutes semi-concaves en x, et on minimise ces fonctions semi-concaves qui ont la même constante de semi-concavité par rapport aux paramètres, et donc le même argument que celui que j'ai fait précédemment nous indique tout de suite que phi est semi-concave si t est strictement positif, et plus précisément, on apprend que d de phi, et ça je vais le garder ici, si h seconde est supérieur à nu fois l'identité, ceci entraîne que d de phi
est majoré par 1 sur nu-t. Bon. Alors, un petit argument, essayons de comprendre aussi cela par équation dérivée partielle, et puis après on va passer à un H général. Et on verra que, en fait, ces résultats de régularisation, qui sont extrêmement classiques, hein, ça je suis en train de vous rappeler des choses qui sont, oui, qui sont maintenant de nos jours extrêmement classiques. En revanche, ce que l'on va voir, c'est que c'est juste qu'un cas très particulier d'un phénomène beaucoup plus général, mais auparavant, je voudrais passer quelques instants sur la démonstration EDP. J'ai tout mon temps. Alors, dans le cas où il n'y a pas de dépendance en X comme ceci, c'est très simple. Bien, on prend une direction quelconque xi, donc c'est un vecteur de norme 1, et on va regarder la dérivée seconde dans la direction xi de phi. Alors, c'est une démonstration qui est formelle, j'expliquerai ensuite comment la justifier. Eh bien, si je fais ceci, je dérive en fait 2 fois l'équation, j'obtiens un H' de gradient phi, gradient à D2 xi phi. Et ça, ce n'est pas égal à 0 parce qu'il y a un terme que j'ai oublié. Lorsque je dérive 2 fois h de gradient phi, il y a h' de gradient phi, gradient de phi xi, c'est celui qui est celui là-bas. Et puis j'ai le terme dans lequel 2 fois je vais dériver le h. Et donc ce terme-là, je l'écris au second membre, et vous récupérez moins h seconde de gradient phi. Donc je vais l'écrire moins h seconde alpha bêta, d2 alpha xi phi, d2 bêta xi phi. Ouais, ça a l'air correct, hein? Bon. Et là, vous récupérez évidemment quelque chose. Hein, xi, d xi phi, c'est une fonction. H seconde est une matrice, parce que H est convexe, positive ou nulle. Donc, ce truc-là est automatiquement négatif ou nul. Ce qui veut bien dire que vous avez une équation de transport, une sous-solution d'une équation de transport, et dans une situation comme cela, la plus grande valeur de la solution ne peut que décroître. Donc ça entraîne que d sur dt du sup est négatif ou nul. Parce qu'en point du sup, le gradient vaut 0. Et donc, le premier résultat qui consistait à dire si phi0 est semi-concave, bah, ce sup, c'est ce que j'ai appelé C0, eh bien, le sup ne faisant que décroître, c'est majoré par C0, fin de la démonstration. Donc, je répète, si initialement ce bazar-là est plus petit que C0, mais on ne peut jamais dépasser C0 en ayant une sous-solution de cette équation de transport. Parce que si vous intégrez le long des courbes intégrales, on ne fait que baisser. Bon, donc la démonstration est très simple, par EDP aussi.
Dans le deuxième cas, qui est plus intéressant, on ne sait pas ce qui se passe en t égale à 0. Alors, en revanche, non seulement on associe, mais vous voyez que ceci, c'est plus petit que moins nu d2 xi phi au carré. C'est pourquoi? Parce que par définition de la forme quadratique, c'est en fait inférieur, j'ai sauté une étape, à moins nu le gradient de dφ sur dxi au carré. Et dans le gradient de la norme euclidienne du gradient au carré, il y a en particulier la direction xi. Ah, donc là, on est maintenant dans une situation tout à fait classique, dans laquelle, si j'appelle cette fonction, je l'appelle z, j'ai dtz plus h' de gradient phi, gradient z, plus nu z carré, qui est inférieur ou égal à 0. Et ça entraîne que z est inférieur à 1 sur nu-t. Automatiquement. Bon, bah pourquoi c'est en fait une manière de voir ça simplement, en tout cas formellement, c'est de dire d sur dt du sup de z, bah, en le point où le maximum est atteint, le gradient vaut 0. En ce point-là, c'est le maximum de z au carré. Donc il faut prendre, pour dire que le maximum du carré, c'est le maximum de la fonction au carré, il faut prendre le maximum positif. Donc il faut prendre sup plus de z. Qu'est-ce que j'appelle sup plus de z? Ou sup de z plus. Alors, en fait, j'ai sauté une étape. Donc ça, c'est bien vrai. Mais pour s'en convaincre, je peux prendre la partie positive. Si je prends la partie positive, je suis en fait en train de multiplier cette inégalité par la fonction indicatrice de là où z est positif ou nul. Eh bien, là où z est positif ou nul, la fonction indicatrice fois z2, c'est aussi z plus au carré. Donc ça fait plus nu z plus au carré. Donc là, maintenant, j'ai une fonction qui est positive ou nulle. Bon, c'est une petite observation élémentaire qui consiste simplement à dire que si on a une telle inégalité, c'est vrai, mais elle est vraie aussi pour la partie positive. Et après, si je peux écrire d sur dt du sup de z+, en un point de maximum, la dérivée s'annule. En ce point-là, j'ai plus nu fois sup de z+ au carré. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai une équation différentielle ordinaire avec nu z2, enfin nu x2, qui est mon champ de vecteur. Et bien, 1 sur nu t est solution de l'équation différentielle ordinaire. 1 sur nu t, c'est ici, ça vous fait moins 1 sur nu t2. Ici, ça vous fait 1 sur nu de t2 multiplié par nu, ça fait 1 sur nu t2. Donc 1 sur nu t est solution de cette équation différentielle ordinaire. Si vous avez une sous-solution de cette équation différentielle ordinaire par rapport à une solution, elle se compare si on peut comparer les conditions initiales. Initialement, ça vaut ce que comme celle-ci explose, c'est gagné. Oui, mais celle-là aussi, peut-être aussi, elle explose, parce que c'est la condition initiale. Oui, mais elle explose moins. Alors, comment on se convainc de ça? On se convainc de ça en décalant le temps. C'est-à-dire qu'on en déduit que sup de z+ est certainement inférieur à 1 sur nu de t moins h au carré pour les t supérieurs à h. D'accord? Parce que ça, c'est fini pour t strictement positif, il s'agit d'obtenir une estimation a priori, et qu'en t égale à h, ceci explose. Et quand j'ai une équation différentielle autonome, je peux faire des translations en temps, ça reste une solution. Et donc maintenant, je fais tendre h vers 0. Donc ça, c'est maintenant OK. Je fais tendre h vers 0 et effectivement,
Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un carré. Voilà, c'est 1 sur nu fois t moins h, c'est solution de l'équation, je fais tendre h vers 0, et c'est donc bien inférieur à 1 sur nu t. Bon, tout ça sont des arguments relativement standards, je n'en passe pas, donc effectivement, ça explose moins, c'est un principe général. Bon. Donc, moralité, en tout cas formellement, on comprend comment, à travers un argument d'équation dérivée partielle et à nouveau de principe maximum de sous-solution, on obtient la majoration qui était quand même beaucoup plus facile de maîtriser par la formule explicite. Sur la formule, ça se lisait. Je répète, si vous mettez simplement un f de x, la méthode au second membre, la méthode de dp marche toujours. Avec les formules, c'est faisable, mais alors là, du coup, ça devient un peu compliqué que par EDP. En plus, non seulement c'est un peu plus compliqué dans le cas particulier que je regardais, mais en plus, ce n'est pas justifié ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait des calculs en supposant, en dérivant, en manipulant des dérivés de troisième, alors qu'en fait, la fonction, elle est pas C1. Donc, ça n'a aucun sens, ce calcul. Donc, il faut le justifier, ce calcul. Alors, la justification se fait très simplement par régularisation en rajoutant un peu de viscosité. Par exemple, c'est une méthode, hein. Justification, par exemple, en rajoutant en ajoutant un moins epsilon Laplacien phi dans l'équation. Auquel cas, on a des solutions régulières grâce au Laplacien. On peut faire tous les calculs, et le Laplacien, dans tous ces calculs, ne change rien. Bon. Donc, tout ça, je passe, c'est la technique, ce sont des choses classiques, ça n'a aucun intérêt. Donc, même si vous n'êtes pas habitué, croyez-moi sur parole, ce n'est pas le point important. Le point important, c'est qu'effectivement, on a compris par les EDP quelque chose dont on sait qu'il est vrai, puisqu'on a fait une démonstration rigoureuse très simple. Et donc, on a compris comment ça s'organisait par EDP. Et ensuite, ouais, bon, non, je ne vais pas le ressortir, ça est trop bête comme phrase. Bien, allez. Alors, donc, où vais-je avec tout ça? Donc, la fin des rappels, et maintenant commence une petite observation nouvelle. C'est quand même très gênant, cette histoire, parce que cet effet régularisant, ça vous dit absolument rien, en termes de dérivée seconde, hein. Ça vous dit absolument rien si h est un peu plus compliqué que h second, que simplement un h seconde strictement positif. Donc si vous prenez h qui est une puissance, ça vous donne rien. Parce qu'une puissance différente de 2, elle ne vérifie jamais que h seconde est strictement positif uniformément. Si les puissances sont plus grandes que 2, on a un problème en 0. Si les puissances sont plus petites que 2, on a un problème à l'infini. On a toujours un problème. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Parce qu'en plus, on sent bien que là, il se passe des choses qui doivent être un peu générales. Donc la question, c'est comment on peut formuler ça? Alors, et je pense bien aux effets régularisants. Hein. Donc c'est qu'est-ce qui se passe? La question, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne fais plus cette hypothèse? Il doit bien se passer quelque chose. Alors on a bien vu le principe de la démonstration. Le principe de la démonstration, ça consiste à prendre h seconde de x moins y sur t et de multiplier par t, et de se dire, si h seconde est minoré, la dérivée seconde de ce bazar-là, elle est bornée. C'était ça, hein? Tout se réduit à ça. Bon. Seul problème, c'est que, c'est ça, quoi. Alors, c'est quoi la dérivée seconde de ça? C'est ce que j'avais appelé psi. Alors, donc, d2x psi, c'est, comme je l'indiquais, d2h seconde de x moins y sur t. Hein? Et il y a un sur t absolument. Bon, donc c'est 1 sur t, d2h moins 1. Bon, donc ce n'est pas entièrement clair. En revanche, au lieu de dériver deux fois, commençons par dériver une première fois.
gradient x par rapport à psi. Qu'est-ce que ça fait? Alors ça fait h' étoile, c'est h étoile prime, pardon, de x moins y sur t. Et avant de dériver, parce que fondamentalement, ce qui est agréable, c'est quand on a x, parce que la dérivée de x, ça fait 1. Eh bien, ce que je vais simplement dire, c'est que je vais inverser ceci, et je vais donc regarder h' de gradient psi. Si je fais h' de gradient psi, j'ai x moins y sur t. Et donc, j'ai maintenant que la dérivée de h' de gradient psi, c'est la matrice identité sur T. Ce qui, dans le cas où on a un h seconde qui est minoré, ça me fait bien que le D de psi il est majoré par nu sur T, 1 sur T nu. Mais là, j'ai quelque chose de général. OK? Alors, maintenant, j'ai une information donc totalement sur ces fonctions élémentaires. J'ai une information qui est extrêmement précise, qui est simplement liée à la formule explicite. Et la question, c'est qu'est-ce que je peux en déduire sur l'inf? Puisque moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les psi. Les psi, on les connaît explicitement. C'est un inf de ces psi-là. Et le problème, c'est que ça, ce n'est pas une information elliptique. Donc, si je passe à l'inf, ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas vrai, même, qu'on a une inégalité pour l'inf. Alors, essayons d'un peu comprendre ça en développant ce bazar-là. De quoi s'agit-il? Il s'agit fondamentalement de h seconde de gradient psi des deux psi. Du produit de ces deux matrices symétriques. Et c'est le produit de ces deux matrices symétriques qui est égal à I sur T. Alors, pendant longtemps, j'ai gardé ça sous cette forme et je m'arrachais les cheveux parce que ça ne passe pas à l'inf. Ça ne passe pas à l'inf parce que, si la dimension est supérieure ou égale à 2, il est faux. Ce n'est pas vrai. Donc, ce qui est faux, c'est de dire que par passage à l'inf, je vais savoir que h seconde de gradient phi. Donc, quand je dis c'est faux, ce n'est pas sur les solutions d'équation de Hamilton-Jacobi, c'est le fait que si je prends des fonctions qui satisfont cela, l'inf satisfait une inégalité. Donc ça, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas. Alors déjà, plusieurs remarques, c'est que quand même, vous voyez apparaître ce dont je vous parlais dans la démonstration des estimations a priori. Dans la démonstration, parce que U, c'est quoi? C'est dans mes démonstrations précédentes, c'est gradient psi. Donc là, j'ai du h seconde de U qui agit sur le DU. C'est exactement ce que je faisais tout à l'heure. Donc là, on voit quand même que c'est la quantité naturelle à manipuler lorsque on s'intéresse aux équations de Hamilton-Jacobi. Bien. Donc tout à l'heure, c'était mon BD, ou DB, peu importe. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça, je vais vous expliquer un tout petit peu en détail de quoi il s'agit. C'est que typiquement, pour que ça marche, pour garder une inégalité, dire que si j'ai des fonctions qui satisfont une relation avec des dérivées secondes, et pour que ça passe à l'inf, dire que l'inf vérifie l'inégalité, ce qu'il faut, c'est que cette inégalité ou que cette identité soit elliptique. Pour que ça marche si ellipticité. Alors, en plus, les vectoriels, on va rendre ça des équations scalaires, et lorsque je manipule une matrice identité ou des inégalités, je regarde les formes quadratiques associées. Donc, je prends dans la direction psi, je teste ça, la forme quadratique dans la direction psi. Et donc, vous voyez, ce que je récupère, c'est que je récupère h seconde d2 appliqué à psi psi.
Et je dis que ça, des 2 psi, ça, c'est égal à l'identité sur T. Alors, pour qu'on voit un tout petit peu, il faut introduire des indices, parce que sinon, on ne voit pas du tout quels sont le type de matrice qui apparaît. Donc, on a un H seconde KL. J'ai un psi IJ, hein, c'est ça qui m'intéresse, à part que si j'ai un psi IJ, automatiquement, ici, il faut que je répète, j'ai un H seconde de KI et j'ai un xi K psi J. Voilà. Et donc, la matrice qui agit sur les dérivées secondes, c'est la matrice xij, xk. Non, xij, xk, oui, c'est ça. Xij, xk, h seconde ki. Mais ce n'est pas un j, là. Hein. Donc, ça, c'est la matrice qui me dit si j'ai une relation elliptique ou pas. Dire que la relation est elliptique, c'est dire que cette matrice est positive ou nulle. C'est l'ellipticité. Et ça, vous voyez qu'en général, sauf si H seconde est l'identité, ça ne marche pas. H seconde est l'identité, c'est ce qu'on a fait précédemment. Oh, on a fait H seconde supérieur à nu fois l'identité parce qu'on a perdu. On est allé plus bas et on s'est ramené à l'identité. Là, ça marche. C'est elliptique. Et c'est là on retrouve le fait que si on a une fonction qui est des fonctions qui sont semi-concaves, l'un fait semi-concave. Ça, c'est une autre manière très compliquée de dire les choses, c'est dire que la semi-concavité, c'est une égalité elliptique, donc l'un par un, ça marche. Mais si H seconde est un peu plus compliqué, ben, ça ne marche pas. Donc, longtemps, je suis resté bloqué avec ça en me disant flûte, c'est pourtant si proche. Et pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas elliptique, je ne peux pas rien faire. On peut contourner la difficulté en obtenant des estimations a priori, en mettant des hypothèses, mais c'est vraiment très sale. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait un argument beaucoup plus simple, qui consiste à dire que si j'ai H seconde des 2 psi qui vaut l'identité sur T, le 1 sur T, ce n'est pas le point important, mais c'est l'identité qui est un point important, alors il est également vrai que H seconde 1 demi des 2 psi H seconde 1 demi est égal toujours à l'identité sur T. C'est la même chose. Parce que des 2 psi, c'est l'inverse de H seconde, hein, donc vous pouvez multiplier à gauche, à droite, toutes ces matrices commutent. Et là, ça change tout, parce que ici, vous écrivez maintenant une relation qui est symétrique. Et étant symétrique, l'ellipticité s'en trouve automatique. Il m'a fallu quelques années avant de réaliser, mais bon sang, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Hein. Enfin, bref, vous avez compris à quoi je fais référence. Et donc, la moralité de la chose, c'est que pour un H quelconque régulier, pour un H quelconque, le bon effet régularisant, et là, je n'ai vraiment pas de doute là-dessus, le bon effet régularisant consiste à dire que H seconde de gradient phi 1 demi d de phi H seconde de gradient phi 1 demi. Donc, expression horriblement non linéaire, mais après, on mesure les choses. Et c'est assez rigolo, parce que même lorsque gradient phi, c'est la longueur de gradient phi, ça vous donne le bon effet régularisant qui est relié au périmètre dans les mouvements de front. Donc, bien ceci, ça vous donne majoré par l'identité sur T. Voilà, le résultat général, c'est un théorème sur un effet régularisant, tout bête, tout simple. Alors, le rapport avec les choses précédentes, il est là, hein, c'est le H seconde, parce qu'après, j'ai manipulé des formes quadratiques, hein. J'ai manipulé des formes quadratiques qui sont basées en fait sur le produit de ces deux matrices. Hein. La démonstration précédente, c'était ça. Hein. J'ai pris la norme au carré de H seconde 1 demi fois des 2 phi. Hein. C'est ce que j'ai fait dans la démonstration précédente. Puisque c'était la forme quadratique associée à H seconde, étant entendu que ça c'était U et ça c'était 2U. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même un rapport assez étroit entre ce que j'ai manipulé précédemment et cet effet régularisant.
Et c'est parce que j'avais réalisé ceci... oui, bon, on va dire ça comme ça. Oui. Ça, mais c'est... Après, ça c'est au sens des solutions de viscosité, ça. C'est une relation elliptique, donc c'est au sens des solutions de viscosité. Donc ça a toujours un sens. D'accord? Alors, la seule chose à laquelle il faut éventuellement veiller, c'est si H seconde est pourri. Mais si H seconde est à peu près correct, donc tu vois, typiquement, quand tu prends des puissances, des gradients U puissance P, il y a éventuellement un gradient phi égal à 0 qu'il faut faire un peu attention, mais bon, ça sont les jeux habituels. Mais c'est au sens des solutions de viscosité. Hein. Et ça entraîne des résultats de Lipschitz, etc. Après, on peut faire l'analyse. Hein, on a tous les outils qu'il faut. Donc, c'est une remarque tout à fait élémentaire, hein, qui, à ma connaissance, est nouvelle. Je ne sais pas, je suis d'ailleurs très content que Hitoshi soit là. Toi non plus, Pierre, ça ne te dit rien, ce truc-là. Je pense... I believe this is new, but... have you seen... were you aware of this inequality? Okay, that's a good sign. Maybe peut-être quelqu'un l'a fait quelque part, hein, mais on ne sait jamais, de nos jours, on ne sait jamais trop. Hein. Même quand on est soi-disant expert d'une question, il y a des armées de gens qui travaillent dans tous les sens, qui envoient des articles qui sont qu'on ne regarde plus, on n'a plus le temps, donc plus personne ne lit plus rien, plus personne ne sait ce qui existe ou n'existe pas, donc chacun essaie de survivre dans le flot d'informations qui s'abat sur nous. Et donc, ensuite, par test, grosso modo, si 5 ou 6 experts pensent que la chose est nouvelle, on peut raisonnablement se douter que c'est nouveau. Je parle pour des résultats, des observations. Hein. Quand il s'agit de gros résultats, en général, 2 experts suffisent. Parfois, un seul suffit. Bon... oui, le temps où il y avait 3 professeurs à Heidelberg, 4 professeurs à la Sorbonne a un peu changé. Et comme on a un mode de fonctionnement qui, lui, a finalement assez peu changé, du coup, il y a un problème. Hein. Bon, après ces remarques d'une grande profondeur sur la sociologie et l'ethnologie de la communauté scientifique, que dire de plus là-dessus, si ce n'est qu'effectivement, la justification de ceci marche très bien en passant avec un Laplacien. Ça peut se faire par les formules, dans le cas particulier où on a une formule, et parce que l'inf ici a lieu, et ça a lieu au sens des solutions de viscosité, donc au sens solution de viscosité. Il s'agit en fait d'une sursolution de viscosité. Parce qu'il faut changer le signe, il faut mettre un moins devant ça et prendre tous les produits scalaires pour avoir une collection d'inégalités au sens des solutions de viscosité. Et ça vous donne des informations qui sont tout à fait pertinentes, dans le sens où les... Prenons juste... Ouais, de toute façon, je n'aurai pas le temps de faire autre chose. Donc, j'ai passé 5-10 minutes à gloser là-dessus. Donc, H de gradient phi, prenez gradient phi puissance m. Je vais mettre un 1 sur m pour éviter les m parasites. Donc, H', qu'est-ce que ça vaut? Oui, alors quand je dis que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas une relation elliptique, c'est évidemment dès que j'ai plus qu'un seul indice. Si j'ai plus qu'un seul indice, ceci disparaît. Donc en dimension 1, tout marche bien. Et ça, en fait, les gens avaient observé ça pour les lois de conservation scalaire, en remarquant qu'on savait que f', si f est le flux, que f' de u x est majoré par un sur t. Ça, les gens l'avaient observé, c'est une trivialité. Là, pour le coup, en dimension 1, c'est totalement clair. La question se pose effectivement en dimension supérieure. Alors, donc, H', ici, c'est un gradient phi à la puissance m-2 fois gradient phi. Et H seconde, et puis après, il va falloir calculer la puissance 1,5 de cette matrice, mais c'est très simple. C'est donc...
Pardon? Non, il n'y a pas de m-1. Hein. Vous voulez m'aider à calculer la seconde? Mais il n'y a pas de m-1. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Non, ça, je sais encore le calculer. Hein. Non, mais pour qui vous me prenez? Non, mais gradient phi m-2 fois l'identité, ils ont vraiment très confiance en mes capacités de calcul. Hein. Ah, ils ont raison. Alors, gradient phi à la puissance m-2 fois l'identité, plus m-2 fois gradient phi tensoriel gradient phi. Et tout ça, ça doit être homogène à du gradient phi m-2, et donc c'est du gradient phi m-4. Et na. Bon. C'est charmant. Alors. Donc, qu'avons-nous ici? Ce que nous avons... Oui, correct. Donc, ce que nous avons, on va mettre gradient phi m-2 en facteur. Vous avez donc i. Et donc, lorsque vous faites... bon, je ne vais pas aller trop vite. I plus m-4. Et je vais mettre E croix E. Où E est le vecteur qui donne la direction du gradient. Bon, alors comment on prend la racine carrée de ça en termes matriciels? Alors, la racine carrée de ça, c'est pas trop compliqué. Et ensuite, on sait que lorsqu'on... Parce que ça, c'est une matrice de projection. Et dès qu'on sait que l'identité est une matrice de projection, hein, c'est un nom algébrique. Hein, je ne sais plus si c'est un anneau ou je ne sais pas quoi. Donc, hein? Ah non, ça tu penses à l'analyse numérique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, avec I et P, si on multiplie cela, I par I, ça fait P, P par P, ça fait c'est P carré, ça fait P. Et donc, cela veut dire que les combinaisons alpha I plus bêta P, on peut toutes les multiplier entre elles, on reste toujours dans la même... machin. Donc, ça veut dire que la racine carrée, elle est de ce type-là. C'est ça l'observation. Donc, si je prends I plus alpha E fois E au carré, le calcul se fait très simplement en fonction de ce que je viens de vous dire. Ça vous fait I plus 2 alpha plus alpha 2 E croix E. OK? Bon. Olivier fait une tête. Bon, il faut dormir la nuit. Hein. Tu es en train de t'endormir. À ton âge, c'est pas normal. À mon âge, c'est normal qu'on roupille. Mais bon, alors, I plus 2 alpha plus alpha 2. OK, donc 2 alpha plus alpha 2 égale M-4. Passionnant. M-2, où ça, M-2? C'était M-2, pourquoi j'ai appelé ça M-4? Ah, c'était parce qu'il y avait un M-4, oui. M-2, 2 alpha plus alpha 2 égale M-2, ok, bon. Et je veux la racine carrée positive de ça. Hein. Donc, il faut qu'on ait un alpha qui soit plus grand que ce qu'il faut. Bon. Donc, les racines de ceci, c'est moins 1 plus ou moins racine de 1, je vais me planter, plus 4 fois, plus, non, il n'y a pas de 4 fois, plus m-2. On rajoute, non, ne m'aidez pas comme ça, sinon après je suis perdu dans mon calcul. C'est gentil, mais non, merci. Plus racine de m-1, non? Et comme ça ne peut pas être plus petit que moins 1, parce que sinon la matrice n'est pas positive ou nulle, donc c'est moins 1 plus racine de moins 1. Sommes tous d'accord. Donc vous voulez rajouter 1, oui, ça c'était une bonne idée pour faire le calcul, mais j'avais commencé à faire le calcul, je ne voulais plus changer de méthode en cours de route.
Donc voilà mon alpha, ça n'a aucun intérêt, hein, le alpha passif, mais enfin bon. On voit qu'à partir de m égale 2, il est positif. Hein. Donc c'est un complément. À partir de m égale 2, de ces informations dans le h seconde, c'est comme si on avait l'identité. Hein. Donc déjà, on voit que pour m supérieur ou égal à 2, le type de semi-concavité que l'on a, c'est du style gradient phi à la puissance m-2 d2 phi majoré par C0 fois sur t. Hein. C'est ça qu'on récupère déjà, directement. Ce qui est exactement ce qu'on voulait. Hein, c'est ce qu'on sentait a priori si on met une puissance. On voit aussi que pour m compris entre 1 et 2, comme c'est quand même l'identité qui gagne ici, parce que alpha n'atteint pas moins 1. Donc si m est plus grand que 1, en fait, le même argument vous dit que gradient phi m-2 d2 phi est majoré par C0 sur t. Et c'est là où simplement je veux être un tout petit peu plus prudent sur qu'est-ce que ça veut dire là où gradient phi s'annule. Donc là, ce sont des problèmes qui ont été assez bien décantés et qui sont assez bien connus dans les solutions de viscosité et les équations géométriques. Ce n'est pas très compliqué parce que le m-2 est strictement plus grand que moins 1. Donc le fait qu'on ait du d2 phi, c'est une question de fonction test qui s'annule suffisamment. Donc c'est les choses standards pour la justification au sens des solutions de viscosité. Alors, le cas le plus rigolo, c'est le cas m égale à 1, et c'est une observation. Je pense d'ailleurs que c'est Pierre qui s'est servi de cette observation pour des questions d'homogénéisation avec des champs de vecteurs, de voir qu'il y avait quand même un effet régularisant pour m égale à 1, et que cet effet régularisant était crucial pour étendre le champ de l'homogénéisation pour des équations de propagation de front. Et effectivement, on le retrouve là, parce que de quoi s'agit-il? Bien, on voit que dans ce cas-là, la matrice racine carrée pour m égale à 1, c'est précisément la matrice de projection orthogonale au gradient. Hein, c'est alpha égale à moins 1 pour m égale à 1, on n'a pas le choix. Et donc, ce que l'on récupère ici, c'est effectivement I moins gradient phi tensoriel gradient phi sur gradient phi carré. Comme c'est un opérateur de projection, le carré ou pas, ça ne change rien, et de le mettre d'un côté ou de l'autre, c'est essentiellement la même chose, mais c'est quelque chose comme ceci, d2 phi, I moins gradient phi sur gradient phi carré. Donc vous pouvez mettre un 1,5 ou pas un 1,5, ça ne change rien, c'est les matrices de projection. Ça, c'est majoré par l'identité fois t. Et donc ça, effectivement, si on est en dimension 2, c'est une information de trace, puisque j'ai projeté une information matricielle ou une information de trace, c'est la même chose, puisque je projette sur la droite perpendiculaire au gradient. Et là, ce que l'on reconnaît, effectivement, c'est fondamentalement la courbure, l'opérateur de courbure de la courbe de niveau. Et donc, effectivement, tout ceci est fortement relié à des problèmes de propagation de front, de périmètre de la ligne de niveau. Et effectivement, ce genre d'observation était, je pense, peut-être en dimension 2, en tout cas. Même ça, tu le disais, je pense, de manière un peu générale, mais parce que tu prends la trace, d'une certaine manière. Et quoi qu'il en soit, vous voyez le type ce que veut dire cet effet régularisant. Bon, cet exemple n'est qu'un exemple, et le point que je voulais juste indiquer, c'est que de mon point de vue, pour les équations d'Hamilton-Jacobi, lorsque je prends cet exemple simple, mais je peux le compliquer, je peux commencer à mettre des dépendances en X, après on peut toujours généraliser pour avoir des cas un peu plus complexes. En tout cas, c'est le bon objet, c'est clairement ça, le bon effet régularisant. J'ai vraiment pas de doute sur la question. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres résultats qui sont envisageables, mais en tout cas, celui-là, c'est la bonne formulation. L'autre, c'était une conséquence très particulière. Car en effet, il est assez facile de se convaincre que si h seconde est supérieur à nu fois l'identité, alors ce résultat, bien sûr, entraîne l'autre, c'est une évidence.
Bon, voilà, je voulais faire cet aparté, pas parce que, ça fait un peu quand même un peu d'aération. On s'aère un peu la tête sur des jeux à champ moyen. Ensuite, cela aussi permet de comprendre pourquoi, et c'était quand même assez important, parce que c'était dans mon tableau, je vous avais fait tout un tas de cas en disant, bon, mais il faudrait quand même obtenir la désestimation a priori de régularité dans le cas général. Bon, je l'ai fait ce matin en introduisant un objet qui est quand même pas totalement évident, et donc ça permet de comprendre pourquoi c'est aussi très naturel pour les jeux à champ moyen et pour les équations que j'ai manipulées avec mon grand U, d'introduire ce h seconde de U, du, du, hein, que j'ai fait en début de séance. Voilà, donc fin pour ces équations-là à proprement parler. La semaine prochaine, comprendre pourquoi il y a du x et quels x. Et d'ailleurs, reboucler sur les questions d'unicité dont j'ai parlé en tout début, puisque l'unicité et la monotonie, on a bien vu que c'était lié. Donc, mettre une dépendance en M, c'est en fait mettre la dépendance en X et des dépendances en X particulières. Et donc, on va revoir les conditions un peu complexes d'unicité du premier cours, je pense. On va les revoir, du premier au deuxième cours, on va les revoir en repensant la dépendance en X. Et ça couvrira, en tout cas dans le paysage jeu à champ moyen, ça couvrira l'espace d'état discret. Bon, je finis donc avec 6 minutes d'avance. On souffle un peu et puis il y a le séminaire après.